Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. Alors, Bienvenue. juste petit mot d'introduction. À SOAT, on aime bien partager. On aime bien partager sur ce qu'on fait, sur des choses qu'on apprend aussi, qu'on a envie de faire découvrir. Et il y a plusieurs types de soirées. Il y a des soirées qui sont plus ludiques, plus fun. Il y a des soirées qui sont techniques, des soirées très techniques. On va creuser pas mal de choses sur le développement logiciel. Et il y a des types de soirées un peu alternatifs, comme ce soir, où là, on va parler de choses comme le management, comme la motivation, comme morale et bien-être des employés dans les entreprises. Donc, ce soir, on va parler de management 3.0. Voilà, et je laisse Ricardo commencer. Je commence par me présenter, Ricardo Minotto, je suis un ancien de SOAT. J'ai fait du dev.net, puis Scrum Master, j'ai fait des missions en agile, des missions en gestion de projet classique. Actuellement, je suis à la FNAC. Et j'aime bien me définir comme un manager agile, dont le rôle, l'objectif principal est de guider les équipes vers la réussite, y compris moi-même. À mon tour de me présenter. Bonsoir, vite, prends place. Donc, Olivier Leland, moi je suis coach agile et j'ai un passé de développeur, architecte, Scrum Master. Et maintenant, en fait, moi, je travaille dans tout ce qui est accompagnement d'équipe, accompagnement d'organisation, pour amener de l'agilité, amener un peu plus de collaboration entre le business, les développeurs, les ops, et faire en sorte que tout le monde fasse des produits de qualité, et avec le sourire. Alors si vous avez lu un peu le speech pour la soirée de ce soir, le management 3.0, on le définit comme c'est un buzzword qu'on va définir au cours de la conférence. Et pourquoi on parle de 3.0? Parce que le 2.0, bah, il est complètement buggé et il a bien fallu inventer quelque chose. Enfin, on va vous détailler juste au début de la conf qu'est-ce que le 1.0 et le 2.0 pour que vous ayez les repères. Au-delà de ce buzzword, l'idée principale qu'on essaye de véhiculer, c'est que le manager 3.0, c'est un jardinier qui est là pour cultiver l'environnement afin que les plantes tirent le meilleur d'elles-mêmes. C'est le jardinier de son équipe. Vous verrez un peu le pourquoi de cette métaphore au cours de cette conférence. Quelques détails pratiques. On estime la conf à 1h30. C'est pas qu'une conf théorique, il y aura une partie pratique, un peu pour dynamiser cette 1h30. Vous pouvez prendre des notes, bien sûr, mais sachez que l'intégralité des slides sont publics sur Prezi. Donc vous pourrez y accéder. Voilà. Alors, on commence avec le management. Alors, pourquoi ces termes déjà 1.0, 2.0, 3.0 qui font furieusement penser à des versions de logiciels? Parce qu'en fait, le management, c'est pas quelque chose de naturel, c'est à la base c'est une technologie. C'est une technologie qui a été pensée pour séparer les pensants des exécutants, en fin du XVIIIe siècle. Donc les choses ont bien changé depuis, mais on se rend compte que dans pas mal de cas, la posture de manager n'a pas changé. Et donc on se retrouve avec un management 1.0 parfois, comme on l'a tous sûrement vécu ici, qui fait les mauvaises choses. Alors, est-ce que dans la salle, il y aurait des gens qui auraient des anecdotes à partager sur le manager qui va faire les mauvaises choses avec son équipe? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite anecdote aussi sur une équipe. Quand j'étais Scrum Master à l'époque, et je suis arrivé dans une ambiance avec un manager qui punissait en public une personne et qui récompensait en privé. Et je me suis vu entendre la personne me prendre à partie et dans son bureau qui était bien sûr complètement fermé par rapport au reste des développeurs, avec des stores fermés, il tirait parfois et puis il regardait, il dit tiens, toi viens dans mon bureau. C'était le cliché, mais c'était la vérité. Et le manager vient me voir et me dit écoute, je peux pas te le dire, enfin, je peux pas le dire devant tout le monde, mais là, je te le dis parce que on est entre nous, je suis content de votre boulot. Alors, je suis un peu tombé des nues. Et donc, ça m'a fait pas mal réfléchir sur justement
qu'est-ce que le management et puis comment essayer de sortir de ce genre de cliché pour aller vers quelque chose de plus fédérateur. Et donc, le management 1.0, c'est faire les mauvaises choses. On va arriver après une petite évolution. Donc ça, c'est effectivement la petite métaphore de l'esclavagisme du manager qui est un peu tortionnaire. Le management 2.0. Donc le management 2.0, c'est déjà un management beaucoup plus humain. On n'est plus dans l'esclavage, dans le taylorisme ou autre. On met vraiment l'humain en avant. Donc concrètement, là sur le slide, on parle de Total Quality Management. Il y a Toyota Way, par exemple. C'est des méthodes de management 2.0 qui mettent l'humain en avant, mais qui considèrent que l'entreprise est toujours pyramidale, avec un management très hiérarchique. Donc c'est un management qui essaye de prendre en compte la complexité des systèmes, avec les relations humaines, en les mettant en avant, mais qui sont buggés, comme nous allons le voir par la suite. Qui sont buggés parce qu'elles se basent encore sur cette vision pyramidale du management. Donc c'est pour ça qu'on parle de faire doing the right thing wrong, faire les choses justes, mais de la mauvaise façon. Et juste avant d'introduire qu'est-ce que le management 3.0, qui connaît est-ce que quelqu'un connaît ce terme dans la salle? Non, personne. Donc vous allez le découvrir, j'espère. Donc j'espère que vous êtes tous venus là pour le découvrir, que c'est votre attente principale ce soir. Et sinon, qui est manager, juste dans la salle? Qui est développeur? Ok, une majorité de développement. Scrum Master? Ok. Product Owner? Non? Ok. Commercial? Personne? Tant pis, on n'aura pas réussi à avoir des commerciaux. Donc le management 3.0. Non, excusez-moi. Je suis allé un peu trop vite. D'abord, quelques pratiques humaines de management 2.0 pour que vous réalisez ce que c'est. La première, le one-on-one. Le one-on-one, c'est un entretien hebdomadaire que le manager fait avec son manager, un entretien de 20 à 30 minutes dans lequel il va surtout être à l'écoute et être là pour écouter ce que la personne veut dire, que ce soit personnel, sur ses ambitions de carrière ou autres. Également prendre le pouls sur comment se passe sa mission, son travail, est-ce qu'il y a des problèmes qu'elle rencontre, comment le manager peut l'aider. Cette vision one-on-one, elle est là pour assez paternaliste. Il ne faut pas que c'est la dérive 2.0 quand on dit que les choses sont mal faites. Il ne faut pas que ça devienne du command and control déguisé, où la personne, le manager, se sert de cette vision personnelle en one-on-one pour asseoir son autorité encore plus. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment écouter la personne, que le manager ait l'occasion de parler, d'exprimer ses souhaits, d'être écouté. Très important cette communication. Deuxième pratique de one-on-one, c'est l'entretien à 360 degrés. Donc bien qu'on parle de management 2.0 comme buggé, déjà l'entretien à 360 degrés, c'est une bonne avancée, beaucoup plus humaine dans le management. Qu'est-ce que c'est? Donc l'entretien à 360 degrés, c'est de tenir compte de 4 facteurs. D'une part, le facteur hiérarchique, l'avis hiérarchique. Deuxièmement, l'avis de ses pairs. Troisièmement, l'avis de ses subordonnés. Et quatrièmement, l'avis des clients. Quand on parle de clients, c'est vraiment tous les clients. Ça peut être les utilisateurs, ça peut être le client quand on est prestataire, mais ça peut être le service d'à côté qui travaille en amont de notre service. Enfin, c'est lors d'une application transverse, par exemple. Ça peut être l'équipe d'à côté qui a travaillé sur une des briques jointes à la nôtre. Donc c'est vraiment tenir compte de ces 4 facteurs. En général, il n'y a que l'avis hiérarchique
et éventuellement l'avis des clients qui est pris en compte. Très rarement l'avis des pairs et l'avis des subordonnés. Pourtant, c'est un réel progrès. Donc là, concrètement, un entretien à 360 degrés, ça peut être fait en récoltant anonymement les avis de ces personnes et en les compilant et pour avoir vraiment cette vision à 360 degrés beaucoup plus objective. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà vécu ce genre de pratique? Avoir des feedbacks de pas mal de... Non, ça dit rien? Non. Bah, si vous avez l'occasion... Ouais. Le manager 3.0, je vous verrai, je vous montrerai comment mettre en place le feedback 360 degrés amélioré. Donc si vous ne l'avez pas pratiqué cette version-là, autant pousser directement la version améliorée que je vous présenterai tout à l'heure. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Alors, bon, voilà. 1.0, c'est dehors. 2.0, c'est sur la sellette. Maintenant, on va parler du 3.0 qui vous amène ce soir. Management 3.0, donc derrière ce buzzword, en fait, c'est 2 livres édités par Jürgen Appelo, qui est un CEO, écrivain, manager, conférencier, blogueur, un peu multicasquette, et qui a beaucoup théorisé et lu beaucoup de bouquins sur le management, sur la théorie des groupes, la théorie des sociodynamiques, etc. Et il a compilé un petit peu ses pensées et toutes ses lectures dans 2 ouvrages. Le premier, donc Management 3.0, et le deuxième, Management 3.0 Workout, où là, il y a un ensemble de pratiques, c'est beaucoup plus pragmatique. On a des exemples complets et concrets de comment appliquer un petit peu ces nouvelles pratiques de management dans son équipe. S'il y a 3 principes à retenir de la soirée par rapport au Management 3.0, c'est cela. Le premier, c'est que ça engage les personnes et les interactions. Tout comme le Management 2.0, c'est vraiment l'humain qui est en avant. On ne va pas vous faire trop de théorie, mais en gros, Jürgen Appelo, il a basé son étude du Management 3.0 sur l'étude des systèmes complexes. Et l'étude des systèmes complexes, c'est vraiment que une cause ne mène pas toujours aux mêmes effets. Pourquoi? Parce qu'il y a l'humain au milieu. Toutes les relations humaines font que les systèmes sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît et une cause ne mène pas toujours aux mêmes effets. Et c'est pourquoi, vraiment dans le Management 3.0, il faut vraiment s'attacher à ces interactions de personnes, les mettre en avant, pour les engager. Quand on se pose la question de comment motiver les personnes et tout, le Management 3.0, il pose vraiment ça en premier principe. Le deuxième, c'est que cela permet d'améliorer le système. C'est-à-dire qu'une pratique de Management 3.0 doit améliorer le système et ne pas le brider, ne pas le restreindre. C'est-à-dire que n'importe qui peut améliorer de lui-même le système. Ce n'est pas un coach qui va arriver, qui va poser sa vision idéale de l'entreprise et après plus personne ne pourra la faire évoluer. Et enfin, on ne vise pas à satisfaire uniquement son supérieur hiérarchique, on vise à satisfaire tous les clients, externes, internes, amont, aval, vraiment tous les clients. Mais rappelez-vous aussi, pour personnes qui sont familières avec l'agilité, on retrouve les interactions des individus, qui est la première des valeurs agiles, et satisfaire tous les clients, qui est le premier principe du manifeste agile. Donc ça, c'est quand même très fortement lié au mouvement agile. Les clients, c'est les utilisateurs finaux. Les utilisateurs du produit que l'équipe va développer. Voilà. Enfin, voilà, les utilisateurs finaux, mais ça peut être aussi un peu comme les exemples que je citais tout à l'heure, des utilisateurs internes, quand il n'y a pas d'utilisateur final. Le service d'à côté qui est on crée des web services, ils ne sont pas consommés par pour être un peu plus technique, on crée des web services qui ne sont pas consommés par des utilisateurs finaux, mais par un autre service en interne. C'est eux,
le service en interne qui est notre client. Effectivement, là en ce moment, je travaille à la Société Générale. Justement, il y a une énorme transition agile là-bas. Et on a souvent ce cas. En fait, on a souvent des applications qui sont en fait en milieu de chaîne. Et donc, ils ne voient pas les utilisateurs finaux. En fait, donc ce qu'on fait, c'est que du coup, on les met en interaction, en relation étroite avec tous les consommateurs en quelque sorte de leur service et qui donnent le plus de feedback possible et qu'on puisse mesurer cette satisfaction. Qu'on vise la satisfaction client et après derrière aussi qu'on vise la satisfaction client de l'utilisateur final. Mais là, on va dézoomer un petit peu sur une équipe et on va prendre une chaîne d'équipe. Mais le manager qui est au niveau de cette chaîne d'équipe, il doit prendre en compte cette satisfaction utilisateur final. Donc le manager 3.0, comme je l'ai dit en introduction, c'est le jardinier qui est là pour travailler l'environnement afin que les plantes tirent le meilleur d'elles-mêmes. C'est le jardinier de son équipe. Il est là non pas pour influencer directement son équipe, mais il est là pour aider l'équipe à s'améliorer, poser les briques, travailler sur l'environnement. On verra plus tard des pratiques très concrètes, le Kudo Wall et autres. Il est là pour travailler sur l'environnement afin que l'équipe donne le meilleur d'elle-même. C'est le jardinier de son équipe. Plus concrètement, comment les deux pratiques que je vous ai citées tout à l'heure de management de zéro, comment les améliorer? Le one-on-one, il a une vision très micro-management. Un entretien toutes les semaines de 20 minutes, ça peut être très coûteux en temps. On est là pour récolter les obstacles de l'utilisateur et autres. C'est pas le rôle d'un manager 3.0. Par exemple, une équipe Scrum, les obstacles qu'elle rencontre et autres difficultés, elles seront affichées sur son Scrum Board. Donc le manager 3.0 n'a pas besoin en one-on-one de parler des problèmes. Il y a d'autres occasions, en allant voir le Scrum Board, de voir ces obstacles. Niveau micromanagement, si la personne elle remonte un problème, par exemple avec son collègue, c'est pas le rôle du manager 3.0 de régler ce problème. Sinon, il va être dans une vision encore trop autoritaire, où il a son autorité. Il faut qu'il coach plutôt la personne afin que le problème soit résolu dans l'équipe. L'objectif, c'est qu'ils travaillent l'environnement, qu'ils mettent les conditions, qu'ils facilitent, qu'ils mettent en place des réunions de facilitation pour que l'équipe exprime son ressenti. Le conflit entre ces deux personnes, il faut qu'il soit réglé dans l'équipe, par l'équipe entière, et non pas par un manager. Enfin, du moins dans la vision optimiste des choses où l'équipe est mature. Et du coup, le manager 3.0, il est là pour rendre l'équipe mature, la rendre la plus auto-organisée possible. On ne l'a pas dit, mais souvent le management 3.0 est défini comme le management des équipes auto-organisées. Donc il est là pour travailler l'environnement afin de tendre vers cette étape. C'est vrai que c'était une question assez soulevée par les chefs de projet classiques qui disent mais l'agilité, est-ce que ça ne me rend pas obsolète? En fait, la question, on peut la poser, mais effectivement, maintenant, après réflexion, en fait, ils vont trouver un autre sens à leur rôle. Et ça va être un petit peu, voilà, comme dit Ricardo, comment révéler tout le potentiel d'une équipe en se mettant au service de l'équipe. Et juste avant de parler de Marty, sur le feedback 360, donc c'est déjà une vision plus objective d'un entretien où vous avez des avis, quatre visions différentes de votre travail. Mais il n'y a aucun feedback, c'est-à-dire, par exemple, c'est récolté de manière anonyme, vous ne pouvez pas discuter avec ceux qui ont émis ces feedbacks et autres. Donc la vision améliorée, c'est non plus de le faire annuellement, déjà ça veut dire que c'est beaucoup trop espacé, peut-être essayer de doubler la fréquence, le faire tous les 6 mois. Et ensuite, non pas de manière anonyme, par exemple, pourquoi pas le faire de manière conviviale à un repas d'équipe, où on invite les différents interlocuteurs, et on récolte les avis en live. La personne qui porte un peu le sujet, ça peut être un dev qui veut avoir une vision plus objective de son travail, elle se porte volontaire, elle initie le mouvement, et au déj, elle demande l'avis des autres. Donc elle écoute,
les autres leur font leur feedback, et elle-même va pouvoir interagir, dire comment elle a compris ce feedback et autres, afin de vraiment avoir une vision réaliste du feedback, pas avoir l'aspect écrit. Là, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas à l'écrit, donc là, vraiment, en discutant avec la personne, on va pouvoir savoir ce qui se passe, mieux comprendre les choses, dans le but de s'améliorer. Jürgen Appelo a quelque chose, a une philosophie que j'aime bien, qui est non pas de vouloir d'abord changer les autres, avant de vouloir changer les autres et de leur imposer quelque chose, d'abord vouloir changer soi-même, se changer soi-même. Donc là, un feedback 360 degrés organisé en management 3.0, c'est ça, se porter soi-même volontaire, se faire feedbacker 360, si je peux dire ces néologismes, et du coup, voilà, avoir des feedbacks en live autour d'un déjeuner convivial. Alors, derrière Marty, derrière ce nom sympathique, se cache une créature un peu hideuse, comme vous pouvez le voir derrière nous. C'est la créature dans le livre de Management 3.0 qui résume un petit peu quels sont en fait les différents regards qu'on porte sur le management en fait. Et en fait, il y en a 6. Il y a développer les compétences, faire grossir la structure. Donc, c'est-à-dire la structure, ça peut être une équipe, comment une équipe évolue en taille, comment une organisation évolue en taille. Améliorer tout ce qu'on peut. Motiver les gens, c'est-à-dire leur donner l'énergie, leur insuffler l'énergie qui est nécessaire pour mener à bien des projets, pour mener à bien une entreprise. Donner le pouvoir à l'équipe, donner le pouvoir aux gens, donner le pouvoir aux développeurs, les responsabiliser. Et aligner les contraintes, c'est-à-dire aligner tout le monde vers un objectif précis. Que les gens n'aient pas ah bah moi nous on doit réduire les coûts, ah oui mais nous on doit innover, donc du coup on doit prendre des ressources supplémentaires. Ouais, mais du coup les deux visions s'affrontent et ça crée des tensions. Donc là l'idée c'est voilà, c'est travailler sur ces six grands thèmes en tant que manager pour progresser. Alors rentrons dans le concret. On va alterner théorie et concret tout au long de cette presse et exercice pratique. Première pratique très concrète, le management by walking around. Concrètement, le manager n'est plus dans sa tour d'ivoire, il n'est plus dans son bocal, il va marcher et observer ce que fait son équipe. Voilà la petite blague illustre bien le propos, où l'objectif c'est non pas de marcher pour marcher, mais vraiment être au contact au quotidien de son équipe. L'étape supplémentaire, c'est le sitting around. C'est non pas juste marcher pour tâter le terrain, observer le scrum board et autres. C'est vraiment être physiquement en permanence avec son équipe. Alors, attention aux dérives potentielles. Télécommande qui est derrière toi. Derrière toi. Attention aux dérives potentielles, comme j'ai pu le voir par le passé. Sitting around, ça ne veut pas dire le manager qui se pose à côté du développeur et qui regarde l'écran. Moi personnellement, je l'ai vécu assez mal. Que je lui dis poliment d'aller retourner dans son bureau. Non, sitting around, c'est essayer d'aller voir comment ça se passe. Comment est-ce qu'ils vont les devs. Regarde ton développeur là, il met 45 minutes à rebooter sa bécane parce que son Visual Studio il a planté. Voilà, et puis ils veulent pas débourser 100 € de plus pour avoir une bécane correcte. Ben non, regarde ce qui se passe, regarde le coût que ça représente d'avoir un développeur à temps plein qui perd une demi-journée parce que sa bécane rame. Donc voilà ce que derrière en fait tout ce qu'on peut essayer de soulager comme mot dans une équipe. Il y a une émission de télé, je ne sais pas si vous connaissez, Patron Incognito. Quelqu'un connaît dans la salle? Ouais. Quelques-uns. C'est un peu plus fort que ça, mais derrière cette philosophie, c'est un peu ça. Patron Incognito, c'est une émission où le patron est complètement déconnecté de ce qui se passe dans son entreprise, où son entreprise a des problèmes. Et le but de l'émission, c'est le patron se déguise de manière incognito pour il se propose comme stagiaire dans telle branche de son entreprise et autres, afin de découvrir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Exemple, un patron d'une entreprise de livraison qui va se déguiser en stagiaire et accompagner un livreur, voir ce qui se passe,
dans l'émission, il a pu découvrir que le logiciel qu'il avait fait développer en interne pour le suivi de la livraison est complètement inutilisable avec le matériel et autres. Enfin, il a pu découvrir comme ça des contraintes et découvrir des pistes d'amélioration. Là, l'émission, elle montre des patrons complètement déconnectés et qui s'en sortent, mais l'idée, c'est vraiment ça, de ne plus être dans sa tour d'ivoire, voir au quotidien ce qui se passe, que la machine, Visual Studio, il met 3 heures à se lancer, Eclipse, il en met 4, et qu'il faut des meilleures bécanes. J'en vois qui sourit, là. Ça sent le vécu aussi de votre côté? Je suis un ancien .NET, c'est pour ça. Ok, deuxième outil qui est du management 3.0 qui est très utile aussi. C'est le Personal Maps. Alors derrière ces Personal Maps, c'est un peu à briser la glace. Alors, disclaimer, on est en France. En France, des fois, le rapport avec le travail, on n'aime pas trop mélanger vie privée et vie professionnelle. Donc ça, c'est vraiment au bon vouloir des gens de remplir ça tout ou partie d'une personal map. Moi, personnellement, j'ai déjà fait ça avec les équipes, ça marche très bien. Ça aide à trouver des connexions entre les gens. Pour faire du team building, c'est génial. Par exemple, voilà, là, on a Suzanne. Son éducation, elle a fait l'université de Berlin. Le travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a travaillé sur des projets. Elle a fait project manager, product owner. Ses hobbies, elle aime bien les movies, tout ça, etc. On peut parler donc de ses loisirs, de sa famille, de ses amis, de ses valeurs importantes. Les valeurs, qu'est-ce qui nous anime? Moi, personnellement, c'est le respect, c'est le fun aussi. Fun at work, ça j'aime beaucoup. Parce que si on est là à 40 ans à travailler sans esquisser le moindre sourire, c'est un peu dommage. Le but, quel est notre but aussi? Et donc partager ça avec ses collègues pour apprendre à mieux se connaître. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut facilement dessiner et puis après afficher au sein d'une équipe pour apprendre à mieux se connaître et créer un petit peu des atomes crochus, créer des synergies entre les gens. Deuxième cas concret et théorique qui vont suivre, c'est les remerciements. On ne va pas en parler lors de cette conf, on pourra l'aborder après aux questions, mais les remerciements, c'est une valeur fondamentale pour le bonheur au travail. Petite parenthèse fermée. Donc les remerciements dans le management 3.0, s'ils respectent certaines règles, ils sont vraiment là pour donner du peps à l'équipe. On a tous des drivers différents. Certains travaillent pour la reconnaissance. Donc on a des drivers qui nous motivent. Certains travaillent pour la reconnaissance et du coup ont besoin de remerciements. D'autres non, ils travaillent juste pour faire un travail parfait sans avoir besoin de remerciements et autres. Donc c'est pour ça qu'il y a des règles à respecter afin que les remerciements ne soient pas contre-productifs. Cas concret qui m'est arrivé personnellement, j'ai été lors de mes premières années de dev, lors d'un projet où on avait fortement travaillé à l'arrache pour le terminer, avec des soirées qui se terminaient tard et tout en fin de projet pour le terminer à temps. On a été remercié par le directeur de service, donc ça tout va bien, en nous proposant de nous offrir les pizzas. Lors de la dernière soirée, tout se passait bien. On l'a vécu comme vraiment une maladresse énorme de sa part. C'est-à-dire, le remerciement était disproportionné par rapport à l'action. On pouvait se dire aussi, mais pourquoi il nous remercie aujourd'hui et il ne l'a pas fait dans le passé ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'on a fait du mauvais travail avant ou pas? Enfin, on ne sait jamais comment va être interprété nos remerciements parce qu'en face, la personne n'a pas les mêmes drivers que nous. C'est pourquoi il y a certaines règles que si on respecte, permettent d'avoir un niveau homogène pour un maximum de personnes par rapport aux drivers les plus communs. La première règle, c'est ne pas promettre à l'avance de récompenses. Elles doivent être spontanées. Si on promet quelque chose, derrière, on peut être déçu de ce qui se passe. Ouais, Olivier a une anecdote là-dessus. J'ai une anecdote.
il y a quelques temps. En fait, on avait eu une part variable qui arrivait pour nous challenger sur le coaching agile, justement. Donc on a dit, ah, bah, super, soyons fous, allons-y. Et du coup, en fait, on a vraiment mis les bouchées doubles pour arriver à atteindre nos objectifs. Et on s'est rendu compte après que en fait, les objectifs étaient pas du tout atteignables dans l'état. Et en fait, on a eu la moitié de la prime. Et en fait, ça nous a démobilisés. Alors qu'on a eu une prime. Si on n'avait pas eu de prime, on aurait peut-être été sûrement moins démotivé. Donc c'est quand même très très paradoxal. Et là, on arrive justement sur la motivation. J'avais donné une présentation sur la motivation il y a quelques mois. Et on vous expliquait justement que voilà, les récompenses liées à l'argent, il faut faire très très attention parce que c'est un facteur de démotivation énorme en fait. C'est contre-intuitif, mais c'est vraiment c'est lié à une espèce on en veut toujours plus en fait. Et qu'après, chaque prime qu'on a, bah, après c'est un dû et quand on continue le travail, bah, on veut que la prime soit de plus en plus grosse. Et donc en fait, ça crée des biais. Et après, bah voilà, on va voir ailleurs parce que du coup, on est considéré qu'on n'est pas assez payé. Et voilà. Alors que ça partait d'un bon sentiment. Donc, comme toute règle, on arrive tout de suite à l'exception. C'est si on peut pas il y a des récompenses anticipées, il faut les garder petites afin de ne pas avoir ce bâton carotte qui a un effet positif à très court terme seulement et contre-productif à moyen et long terme. Donc garder les récompenses anticipées petites. Ça passe pas? Ah, c'est plus de piles. Tu vois? Petit problème technique. Ah, c'est bon. Ah, tout va bien. Bon, c'est bon. Tout va bien, vous n'avez rien vu. Ok, on reprend. Donc troisième règle, récompenser continuellement. Pas qu'une fois pour éviter justement ce que je disais, pourquoi on est remercié aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier. Quatrième règle, récompenser publiquement et pas en privé. Souvenez-vous de l'anecdote d'Olivier en introduction. Ah, mais il était velu ce manager aussi, quoi. C'était un cas extrême. Mais voilà, faut pas faire comme lui, surtout pas. Ça entraîne une parano derrière. Enfin, avoir les choses en toute transparence de manière publique. Cinquième règle, récompenser les comportements et pas les résultats. Afin non pas de générer justement cet effet de on a produit exactement le même taux, par exemple. Pour être concret, on fait une application qui a des bugs de maintenance. Ce mois-ci, on a réussi une livraison, pardon, où il y a que 2% de bugs post-prod. On s'est beaucoup amélioré par rapport à avant. On a une récompense qui respecte les conditions d'avant. On est récompensé publiquement, sans anticipation et autres. Et le mois prochain, on reproduit le même résultat, mais pas du tout en ayant eu le même comportement. Et ben, c'est pas le résultat, c'est pas le fait d'avoir fait 2% qui doit nous mener à la récompense, mais plutôt le comportement qu'on a eu pour obtenir ce résultat. Si on obtient 2% le mois prochain à la prochaine livraison sans avoir rien fait, juste parce que la livraison n'avait que très peu d'évolution, et ben c'est pas du tout le même comportement et du coup la récompense ne doit pas être liée à cela. C'est vraiment une récompense liée au comportement et pas au résultat. Pareil, juste parenthèse aussi, sur le comportement par rapport aux résultats. Les résultats, si on récompense que les résultats, ça peut créer des biais de compétitivité au sein d'une équipe ou entre plusieurs services. Et si c'est au sein d'une équipe, c'est très dommageable. Parce que là, du coup, on va mettre totalement de côté l'entraide et l'esprit d'équipe. Il faut que chacun veut son bonus et chacun veut pousser vers ses résultats. Alors que si on favorise des comportements comme l'entraide, la collaboration, l'apprentissage, essayer de bien faire les choses, là, du coup, on va vraiment créer un environnement, encore une fois, un environnement propice à ce que les gens se sentent mieux et se développent mieux. Et enfin, si la sixième règle est respectée, c'est génial, ça s'applique carrément à vous, où la majorité d'entre vous est dev, Scrum Master
aucun manager dans la salle. Donc c'est parfait. C'est la 6e règle à mettre en place, c'est le fait de récompenser ses pairs et pas ses subordonnés. C'est-à-dire que vous décidez demain dans votre équipe, dans votre équipe Scrum, avec les devs et le Scrum Master ensemble, de mettre en place ces récompenses entre vous, entre pairs. Autre cas plus concret pour appliquer ces récompenses, c'est la Kudo Box, ou une version que je préfère qui est le Kudo Wall. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite boîte, la Kudo Box, où l'objectif est de mettre dedans des cartes de remerciement. La version Kudo Wall, c'est un mur affiché publiquement qu'on peut mettre dans son open space, où on va poser les cartes au lieu de les mettre dans la box. Là, le principe de la box, c'était on mettait les mots, c'est caché, c'est une box, et hebdomadairement, par exemple, il n'y a pas de règle, on va les ouvrir et regarder, lire ces cartes de remerciement. Public. N'oubliez pas cette règle, du coup, la lecture doit être publique. C'est pour ça que la version Kudo Wall, je la préfère, où elle est publique de soi parce que c'est affiché dans l'open space. Dans ces cartes de remerciement, ça peut être merci de m'avoir aidé, merci monsieur Intel de m'avoir aidé lors de la séance de pair programming qu'on a fait ensemble. Bravo monsieur machin pour l'achat de ton nouvel appart. Enfin, ça peut être très divers, c'est pas forcément lié au travail. L'idée, c'est d'engendrer cette dynamique d'effets positifs pour créer une bonne ambiance de travail, entre autres. Ça a beaucoup plus d'effets positifs que ça. Pour l'avoir mis en place dans quelques équipes, au début, ça a du mal à prendre. Parce que les gens, voilà, ils disent ouais, ça me saoule, voilà, ou alors ils osent pas, c'est un peu. Ça a du mal à démarrer, mais après, une fois que ça se met en place, là, en fait, on observe un changement de comportement. Et les gens, ils viennent naturellement célébrer, en fait, ou remercier spontanément les gens en affichant ici. Et du coup, ça crée une dynamique où les gens, ils sont contents de s'entraider, parce que du coup, voilà, après, il y a des petits remerciements. Ça fait partie du driver de la reconnaissance de soi, qui est important pour certains. Bah, faut tenter l'expérience. Et puis, si l'expérience ne donne rien, on va travailler sur d'autres choses avec l'équipe. Il y a peut-être d'autres choses de team building à faire au sein de l'équipe avant de s'exposer publiquement, si je puis dire, avec des remerciements spontanés, quoi. Ça vient pas plutôt de la personnalité de chaque personne, plutôt que il y aura peut-être de l'hypocrisie, genre si je le fais pas moi. En fait, faut surtout pas effectivement, faut surtout pas avoir ce modèle de pensée. Il faut que ça. Plus en public, genre moi je remercie personne. Alors, je remercie tout le monde, justement, ça génère un phénomène d'hypocrisie. Je sais pas. Tu vas, enfin, où la personne va justement remercier à tort et à travers pour bien se faire voir du manager plutôt que d'être honnête. Ouais. Bah, Comment dissocier la chose? Parce que bon, fondamentalement, tu connais la personne d'un point de vue professionnel, tu essaies de la cerner d'un point de vue personnel, mais ça marche pas toujours. Donc comment décerner l'hypocrisie sur un système comme ça de quelque chose? je dirais que tu peux mettre des faits derrière ça. Dans le Kudo, donc le Kudo, c'est la petite carte. Tu peux être très factuel. Moi, je remercie parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, et j'ai observé ça. Voilà. Enfin, on peut mettre du ressenti, mais je pense que c'est beaucoup plus pertinent de commencer par mettre du factuel et de dire pourquoi est-ce qu'on a remercié et sur quel fait on se base pour dire ça. Et comme ça, là, on peut engendrer un petit peu un changement de comportement positif. Il peut y avoir des frustrations sinon. Ça peut pas engendrer des frustrations pour les gens que par exemple ils reçoivent jamais de remerciements. Ah bah, c'est Bien peut-être sûr. qu'ils ont des questions à se poser aussi. Pourquoi ils reçoivent jamais de remerciements? Peut-être qu'ils restent tout le temps dans leur coin justement et que ça peut. Faudrait avoir la boîte de la remise en question aussi après. Effectivement, non, mais effectivement, c'est des bonnes questions. Il y a des cas avec des gens un peu plus introvertis qui vont avoir plus de mal à s'y mettre, quoi. Mais généralement, en fait, ça fait partie pour entrer plus dans des jargons un peu plus obscurs sur les équipes. On va parler
de la dynamique d'équipe, de la sociodynamique en fait, c'est-à-dire la dynamique d'un groupe social. Et que si quelqu'un, en fait, si un groupe social, donc une équipe, qui va évoluer, et quelqu'un qui va refuser le changement, il va s'exclure lui-même du groupe en fait. Et s'il ne change pas, il va plus ça avance, plus l'équipe évolue, et plus lui il reste dans sa posture, et il va s'isoler lui-même du groupe jusqu'à en partir. C'est comme ça, c'est l'évolution. Donc ça peut effectivement, ça peut révéler des mots, mais sur plus long terme. Mais le but c'est pas de nettoyer l'équipe, le but c'est vraiment que les gens quand même ils soient contents d'avoir des remerciements et que ça génère un peu un esprit positif, quoi. Oui. Oui. Enfin, en fait, c'est pas vraiment. C'est pas forcément C'est anonyme, pas une mais, règle. Tu peux signer ta carte. C'est au contexte de définir. Après, que ce soit l'effet hypocrite ou l'effet inverse, derrière, ça va peut-être pas durer dans le temps. Peut-être que mettre en place le kudo wall, ça va durer 2 semaines et ça va être un échec. Mais quoi qu'il arrive, il faut pas avoir peur de l'échec, en management y compris. Il faut tenter des choses. On apprend de ses erreurs et vous apprendrez forcément quelque chose en mettant en place cette pratique de management. et justement, ça on va le voir juste après avec Celebration Grid. Exactement. Donc, mais juste avant, voilà, là, vous voyez une photo de kudo wall. C'est les petites cartes de remerciements affichées sur le mur. Pour continuer sur les célébrations, Zappos a par exemple une cloche au milieu des open space. Ici à SOAT, on a également une cloche, mais qui sert à dire à tout l'open space qu'on va partager un moment convivial au café. Chez Zappos, c'est pour célébrer n'importe quoi. Ça peut être pour célébrer l'achat le dernier achat immobilier qu'on a envie de partager. Ça peut être pour fêter la release de son projet ou autre. On sonne la cloche, les gens se réunissent et on célèbre quelque chose. La version plus concrète que l'achat d'une cloche au sein de vos clients où vous êtes en mission, vous pouvez, par exemple, en Scrum, mettre en place, si vous ne l'avez pas fait, le Hall of Fame des User Stories. Alors, est-ce que déjà quelqu'un connaît ce principe? Non? Vous allez partir au moins avec cette bonne pratique. C'est le fait de mettre en avant les user stories pour lesquels vous êtes le plus fier, qui se sont bien terminés. Le problème, souvent, c'est qu'on oublie ce qui s'est passé. On a travaillé d'arrache-pied pour sortir une release lors d'un sprint compliqué. Les post-it, les user stories sont en done, elles sont terminées, elles vont disparaître, tout le monde va les oublier. Là, on en est fier, on veut le mettre en avant, on veut l'afficher publiquement devant tout le monde, on le met sur un petit coin de notre Scrum Board, le Hall of Fame des User Stories. J'ai eu le cas il y a 2 semaines avec une équipe que j'accompagne. En fait, ils avaient un énorme problème avec une release qui s'était très très mal passée. Et en fait, en les questionnant, je les ai fait essayer de se rappeler s'il y avait eu des releases similaires mais qui s'étaient bien passées. Et là, ils m'ont fait tout de suite oui. Et du coup, ok, dites-moi qu'est-ce qu'il y avait de différent, qu'est-ce qui s'est bien passé, pourquoi. Et ils ont commencé à me dire, il y avait ça. Et en fait, ça dressait une checklist des choses qu'ils n'auraient pas dû oublier, en fait. Et s'ils avaient eu un Hall of Fame des user stories qui s'étaient bien passés et pourquoi ça s'était bien passé, je pense qu'ils auraient gardé ça en tête et ils auraient évité de faire ces erreurs pour la release après. Donc c'est important de célébrer les succès, de se rappeler pourquoi aussi, c'est quoi les raisons de ces succès, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi. Alors, la Celebration Grid, roulement de tambour. Voilà, derrière ceci se cache un ouvrage de Donald Reinhardson, qui est un vieux monsieur barbu, tout plein de sagesse et de sciences complexes, sur comment est-ce qu'on peut, c'est les principes du flux de développement d'un logiciel ou d'un produit. Donc derrière ça, il explique comment est-ce qu'on peut bien créer un produit,
et quelles sont, et puis avec des formules mathématiques à la clé assez complexes, ils rentrent beaucoup dans des théories fondamentales. Et en fait, Jürgen Appelo a lu le bouquin. Le bouquin, alors, moi j'ai essayé de le lire, je me suis arrêté aux 3 premières pages, je crois, parce que c'est très très dense. Il y a aussi beaucoup de maths dedans, il y a beaucoup de choses, on voit pas trop où ils vont en venir, mais en fait, après, tout c'est clair. Et il a résumé le bouquin en un slide, qui est ceci. Il est quand même vachement sympa, Jürgen, pour ça. Ce slide, en fait, c'est en fait comment on va célébrer en fait le comportement. Tout à l'heure, on parlait de célébrer les comportements plutôt que les résultats, enfin de récompenser les comportements plutôt que les résultats. Ça, c'est un très très bon moyen de le faire. En fait, qu'est-ce qui se passe? On va célébrer 3 types de comportements. C'est on fait des erreurs, on expérimente et on pratique. On pratique quelque chose qu'on maîtrise déjà. Et dans les résultats, eh ben, il y a 2 types de résultats, ça a échoué ou ça a réussi. Et en fait, donc le tableau est divisé en 6, en diagonale pour montrer un petit peu la proportion d'échecs et du succès. Donc quand on fait des erreurs, bah, il y a beaucoup plus de chances de faire du failure à la fin qu'un succès. Quand on est en succès, c'est là, bah, ça tombe en marche, t'as bien de la chance sur ce coup-là. Et quand on est en échec, bah voilà, là c'est normal, faut que ça change. Par contre, là où c'est intéressant, c'est dans l'expérimentation. Dans les 2 cas, on est en vert, parce que là, on est dans l'optique d'expérimenter quelque chose de nouveau et de voir le résultat. Si ça a échoué, bah, c'est pas grave, parce qu'on a au moins appris, on a essayé, et ça, on a vu que ça marchait pas dans ce contexte-là, donc on a appris. Et si ça marche, bah, c'est encore mieux, parce que là, du coup, on a appris quelque chose, et en plus, ça marche. Que demande le peuple? Et enfin, les pratiques, donc là, c'est quand c'est bien rodé, que c'est en marche, bah voilà, là, on fait les bonnes choses dès le départ, ça a beaucoup plus de chances de succès. Et si jamais c'est un échec, bah, on dit que voilà, c'est shit happens, comme on disent les Anglais. Et en fait, derrière ceci, il y a cette petite partie qui est importante, en fait, où là, on va se concentrer sur la phase d'apprentissage. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec le TDD, le BDD, tout ça, le Lean Startup aussi, avec, on dit toujours fail fast. Vous avez déjà entendu ça, fail fast? Bah, c'est génial, fail fast, mais en fait, derrière le fail fast, c'est un but d'apprentissage. Donc moi, je préfère dire learn fast. Et on expérimente et on apprend de ces expérimentations, même si on échoue, c'est pas grave, parce qu'on a appris, on a expérimenté. Et du coup, bah, c'est super bien de se trouver dans ce niveau-là, entre ce niveau-là et ce niveau-là, bien sûr, quoi. Toujours avoir l'esprit d'apprendre encore et encore, de valider des hypothèses, pour reprendre les termes de Lean Startup. Cet exercice, c'est pour les Scrum Masters, hein, et même pour les développeurs, pour tout le monde, c'est un bon format de rétrospective, original aussi, pour voir si l'équipe justement expérimente suffisamment de sujets, suffisamment de choses lors d'un sprint. Et ben on peut mettre ça et interroger les gens justement sur ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont expérimenté, et qu'est-ce que ça a donné. Donc c'est bien aussi pour l'amélioration continue, pour essayer de trouver des choses d'innovation, que ce soit sur la technique, que ce soit sur le management, que ce soit sur les process pratiques qu'on met en place. Oui, tout à fait. C'est pour ça que si on a trop de post-it ici, on va dire ok les gars, c'est bien, mais si vous avez passé 2 semaines à échouer, on va peut-être essayer de trouver aussi d'autres choses, quoi. S'il y a trop d'expérimentation en même temps, en plus, on interprétera peut-être mal les résultats. Voilà, l'idée c'est d'expérimenter petit à petit, pas tout en même temps, mais au moins d'essayer d'expérimenter par petites doses sur des sujets précis, mais au moins de mesurer cette expérimentation et de favoriser ce comportement. Ok, je pratique, mais aussi j'ai une phase où j'expérimente, je teste de nouvelles choses. Pas faire que ça, mais justement jongler avec la pratique et l'expérimentation. Ok. Ah, motivation. Donc sujet qui me tient à cœur. Vous l'aurez compris que j'ai animé une soirée il y a 6 mois, je crois, quelque chose comme ça, sur la motivation. En fait, il y a un ouvrage que je ne saurais trop vous recommander, qui est La vérité sur ce qui nous motive, de Dan Pink, qui était un ancien conseiller de Al Gore. Et donc en fait, il s'est interrogé sur la motivation, en fait.
Et il y a 3 types de motivation, en fait. Pour la faire courte, le premier type, c'est la motivation biologique. C'est l'instinct de survie, c'est manger, c'est boire, c'est se reproduire, survivre. Ensuite, il y a la motivation extrinsèque, qu'on appelle bâton-carotte. Ok, c'est une punition, ça empêche un comportement, et une récompense, ça favorise un comportement. Voilà. Punition, récompense, bâton-carotte, comme on l'a tous vécu. En fait, dans les années 50, 40-50, ils ont fait des expériences avec des personnes, à la base c'était avec des chimpanzés aussi, qui en fait qui n'étaient pas dont la motivation en fait, ils avaient un petit jeu à faire, et ils se sont rendus compte que même si on leur donnait plus de bananes, les singes continuaient de faire ce petit jeu, en fait, un petit casse-tête à résoudre. Et ils se sont dit, mais pourquoi? C'est bizarre, parce qu'ils n'ont pas de récompense à la clé, et pourtant ils continuent, ils ont l'air de prendre plaisir à faire ça. Et c'est là qu'on a trouvé en fait une troisième forme de motivation, qui est la motivation intrinsèque, la motivation qui est interne à soi, et qui est beaucoup plus forte, et beaucoup plus durable et pérenne que la motivation extrinsèque, comme j'expliquais, avec des récompenses à la clé, à la fin, on en veut toujours plus, et à un moment donné, qu'on en ait plus ou qu'on en ait moins, c'est pareil, on n'évoluera plus. Donc la motivation intrinsèque, très très important de bien voir ça en tête pour comprendre un petit peu comment les équipes sont motivées. Et il y a, derrière la motivation, retenez 3 choses. Je vous fais une offre en or, je vous résume le livre en 3 phrases, donc c'est quand même vachement cool. Première phrase, 3 piliers. La motivation intrinsèque, c'est 3 piliers. Premier pilier, c'est l'autonomie. Donner l'autonomie aux développeurs, donner l'autonomie à n'importe quel employé dans une entreprise, c'est lui donner le pouvoir de dire voilà ce que je vais faire, avec qui je vais faire, comment je le fais et quand je le fais. Deuxième pilier, c'est la maîtrise. C'est donner aux gens des challenges suffisamment intéressants et ardus pour être motivants, pour pas s'ennuyer, mais suffisamment accessibles pour pas être frustré parce que la marche est trop haute et du coup c'est beaucoup trop difficile. Donc voilà, c'est vraiment bien doser la difficulté dans ce qu'on propose pour que les gens ils sortent un petit peu de temps en temps de leur zone de confort et qu'on les amène à se dépasser pour avancer. Et enfin, troisième pilier, ça va être la finalité. Qu'est-ce qu'on entend par finalité? C'est en fait savoir pourquoi on fait les choses. Savoir dans quel but, à quoi ça sert ce qu'on fait. Ce développement que tu m'as demandé, là, cet IHM, à quoi ça sert? Comment l'utilisateur va, qu'est-ce qu'il va faire de ça? Bien souvent dans les user stories, pour attacher à l'agilité, dans les user stories, on a un formalisme classique qui est en tant qu'utilisateur, je veux faire ça afin de ça. C'est le afin de qui compte, le pourquoi en fait. Et là, c'est donner la finalité. Et là, je parle d'une finalité sur une user story, mais on parle aussi d'une finalité à l'échelle d'un service, d'un département, d'une entreprise. Pourquoi est-ce qu'on travaille? Dans quel but dans tout ça? Après, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont avec un statut un peu social, parce qu'ils contribuent à ne pas faire que de l'argent, mais aussi avoir un but social dans la vie. Alors je ne sais plus quelle entreprise, c'était un concurrent de Zappos qui fabrique des chaussures, où en fait ils revêtent une partie de leur chiffre d'affaires, ça leur permet de distribuer des chaussures dans les pays en voie de développement. Dans les pays où il y a pour les enfants en fait, les enfants qui n'ont pas de quoi s'acheter des chaussures dans des quartiers défavorisés où le sol peut être jonché de trucs pas très recommandables. Voilà, en fait, eux, ils contribuent à essayer d'aider les enfants. Donc, ils ont un but social qui est important. Et tous les employés de cette entreprise sont au courant de ce but-là et portent en eux cette finalité. Et le fait d'avoir une finalité, d'avoir une vision de là où on va, ça aide fortement à être motivé, en fait. Voilà ce que c'est à peu près la motivation intrinsèque. Hop, sans transition aucune, je reviens sur le management 3.0, des pratiques concrètes. Après le livre, le petit exercice.
En fait, Moving Motivator, c'est des cartes. En fait, c'est un petit jeu de cartes avec les 10 drivers, grosso modo, les 10 drivers en fait, qui motivent une personne. Et donc, parmi ces 10 drivers, on va trouver donc l'acceptation, la curiosité, l'honneur, la maîtrise. Donc, la maîtrise, c'est un des piliers dont je vous parlais. L'ordre, est-ce qu'on aime bien être dans un système très ordonné, on veut que ce soit carré, ou si au contraire, quand c'est beaucoup plus relâche, limite chaotique, on préfère. La liberté, est-ce qu'on nous donne suffisamment de liberté? Le statut, est-ce que le statut social c'est important? Est-ce que je veux ma place dans la pyramide? Le but, pareil, deuxième pilier. Le pouvoir, donc est-ce que voilà, je veux qu'on me donne le pouvoir de faire des choses, je veux avoir du pouvoir d'agir, d'influencer, un pouvoir d'influencer sur d'autres personnes, sur d'autres groupes, etc. Et bien sûr les relations sociales. Voilà. Est-ce que je préfère être loup solitaire ou est-ce qu'au contraire il me faut quelqu'un, il faut que je sois dans une équipe pour avoir cultiver des relations sociales. Et donc tous ces drivers, en fait, il y a un petit exercice là-dessus où en fait, le manager avec un employé, par exemple en one-on-one, va utiliser ce jeu de cartes, en fait, étalé. Donc, l'employé en face va déjà ordonner par ordre d'importance pour lui qu'est-ce qui le motive parmi ces 10 motivateurs. Et ensuite, par rapport à une situation qui va se passer dans l'équipe, comment cette situation va influencer la motivation de la personne. Est-ce que l'arrivée d'un nouveau chef ou est-ce que le départ d'un lead technique, voilà, est-ce que potentiellement ça peut influer sur sa motivation et donc comprendre pourquoi quelqu'un anticiper une source potentielle de démotivation et garder le membre de l'équipe, le garder impliqué et motivé. Visuellement, on va bouger les cartes qui ont un effet positif pour nous, les motivateurs qui ont un effet positif pour nous vers le haut, ceux qui ont un effet négatif vers le bas. Et visuellement, comme c'est classé de gauche à droite, on va se rendre compte si, par exemple, le départ du tech lead va avoir pour nous un effet positif sur notre motivation, avec beaucoup plus de cartes vers le haut sur la gauche, ou un effet négatif sur notre motivation en général. En préparant cette conférence ce soir, j'ai eu une idée pour améliorer SWOT. Et peut-être pour les externes, peut-être dans vos sociétés également, suivant comment ça se passe, qui est de jouer ce jeu Moving Motivators lorsqu'on est en intercontrat avec le commercial. L'idée, c'est que le commercial se rende compte de nos motivations intrinsèques et cible au mieux les missions. Ou du moins, quand il nous présente une mission, qui voie nos motivations intrinsèques, pourquoi elle ne nous intéresse pas ou pourquoi elle nous intéresse à fond et autres. Donc c'est une proposition que j'ai envie de pousser à SWOT. Peut-être que d'autres la partageront ou pas. Au début, tu commences à classer tes motivateurs personnels par préférence, de gauche à droite. Et après, c'est là où tu dis le départ du tech lead, en quoi ça influe. En quoi ça influe sur la motivation de curiosité. Peut-être que ça veut dire que vu que la connaissance de telle application, elle part avec ce tech lead, moi je vais devoir prendre un peu sa succession après son départ, je vais devoir être curieux. Ça va influencer positivement ma curiosité. Par exemple aussi, oui. Voilà, par rapport à un événement précis, en fait. Et en quoi cet événement va influencer ta motivation. Voilà. Et si la curiosité c'est un de tes motivateurs les plus faibles, et du coup ça a un effet positif très, très faible général et tu fais ça sur chaque carte. Et si au contraire, voilà, c'est l'avenue d'un nouveau manager qui est connu dans l'entreprise comme étant un vieux roublard management 1.0 et que si ton driver principal c'est la liberté et forcément les relations sociales par exemple, là tu vas peut-être être potentiellement démotivé par cette arrivée d'un nouveau manager que tu sais qui ira pas dans ton sens, qui va te reprendre la liberté que tu avais. Voilà, ça peut être essayer de comprendre un petit peu mieux les motivations de chacun.
on enchaîne sur la délégation. Donc la délégation, on reproche souvent en tant que dev ou autre de ne pas avoir assez de pouvoir. À l'inverse, le manager pose souvent la question comment donner plus de confiance à son équipe et autres. C'est des questions auxquelles il faut répondre, mais au lieu de vouloir changer d'abord les autres, commence à te changer toi-même. Petite parenthèse à part, la délégation, on parle de délégation, mais en fait, vous allez voir, il y a différents niveaux de délégation. Jürgen Appelo les distingue sur 7 niveaux. Le premier niveau de délégation, c'est hyper bas, c'est juste on informe la population d'une chose. Je vous informe que on recrute un nouveau tech lead. Ah bon, ok, merci de me le prévenir. Il arrive demain. Ah ouais. 2, c'est on essaye de vendre la chose. Je vous informe que j'ai recruté un nouveau tech lead, mais voilà pourquoi je l'ai fait, voilà mes arguments et autres. Il Le est premier, super bon, il vient de chez Microsoft, il a 15 ans d'expérience, il a bossé sur Windows 20, etc. C'est génial, c'est le mouton à 5 pattes dont l'équipe avait besoin pour se remobiliser. Voilà. Ok. Troisième niveau, c'est on consulte. Le Scrum Master va consulter. Je donne des exemples bidons, hein, mais le Scrum Master va consulter son équipe, dire bon, on a besoin d'un nouveau tech lead. Qu'est-ce que vous en pensez quels sont les critères il faut qu'ils viennent de Microsoft, que ce soit un Voilà. super cador, un mouton à 5 C'est pattes. j'ai ce profil-là, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Vous n'êtes pas content, c'est quand même Voilà. moi qui vais le recruter. C'est de la consultation seulement. Le pouvoir de décision lui appartient. Quatrième niveau, c'est non pas c'est lui qui décide, c'est on se met d'accord. On trouve un consensus. Cinquième niveau, c'est juste bah écoutez, là je pense que vous avez bien travaillé sur le sprint, un peu trop. Est-ce que vous n'êtes pas en surcharge? Est-ce qu'il ne faudrait pas recruter? Je vous conseillerais plutôt, il va y avoir beaucoup de travail dans les mois à venir. Pensez à recruter dans votre équipe, à l'agrandir. Je vous conseille. Voilà, j'ai trouvé tel profil, mais c'est vous qui prenez la décision. Sixième niveau, c'est ok, je veux être formé de recrutement dans l'équipe, mais c'est vous qui gérez. C'est prévenez-moi quand vous aurez besoin de recruter quelqu'un, mais c'est vous qui gérez. C'est une délégation plus forte. Et septième niveau, c'est on a délégué complètement. On n'est même pas au courant de ce qui s'est passé. Imaginons l'achat de fournitures, par exemple. L'équipe s'est achetée avec un budget qu'elle a annuellement, un paperboard, s'est acheté des nouveaux PC parce que le budget est quand même conséquent et autres. On n'est même pas au courant. On a vraiment délégué cette grosse partie. Donc vous voyez, il y a quand même 7 grands niveaux de délégation. Quand on parle de délégation, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 7 niveaux de délégation. Et l'objectif, c'est du delegation poker. On va y jouer d'ailleurs. Donc vous allez voir plus concrètement ce que ça va donner. Et l'objectif, c'est d'expliciter les processus actuels. Et peut-être vouloir voir vers quoi on veut tendre. Peut-être qu'on ne veut pas tous tendre vers l'autonomie totale. L'équipe auto-organisée qui gère elle-même en autonomie totale ses recrutements, ses budgets et autres, peut-être que ce n'est pas un niveau que l'équipe de délégation que l'équipe veut. Peut-être qu'elle veut juste un petit peu de pouvoir, mais pas trop. Donc le but du delegation poker, c'est d'expliciter les choses, peut-être voir vers quoi on veut tendre, afin de responsabiliser, donner du pouvoir aux équipes. Ouais. C'est bien comprendre, on revient sur le juste avant, c'est bien comprendre aussi, se mettre d'accord explicitement entre le manager et l'équipe sur les niveaux de délégation de tel ou tel sujet, en fait. Savoir voilà, qu'est-ce qu'on délègue, qu'est-ce qu'on délègue pas. C'est voilà, clair, parce que des fois, il y a des non-dits, c'est explicite, implicite, et parfois, voilà, on se marche dessus. L'échelle, elle est réflexive. Les 7 cas sont réflexifs, c'est-à-dire que le 7 est l'exact opposé du 1, le 6 est l'exact opposé du 2, etc.
Les 3 premiers, la décision reste celle du manager. Les 5, 6, 7, la décision est celle de l'équipe. Et la 4, c'est la seule carte où c'est vraiment une codécision entre le manager et l'équipe. Ok? On est allé un peu vite sur l'intérêt de la délégation, mais bien sûr, l'intérêt principal, c'est de ne pas avoir un contrôle unique. Retourner au management 1.0, très contrôle autoritaire, c'est vraiment avoir un contrôle distribué. De toute façon, c'est bien connu, les développeurs, on n'aime pas avoir trop de contrôle sur nous. On aime bien avoir quand même un certain niveau d'autonomie. On aime bien quand même nous donner un peu de l'espace pour qu'on puisse prendre des décisions et ça va et s'organiser comme on le semble. Donc, j'enchaîne rapidement. On était à l'exercice de Delegation Poker. On a fait une petite parenthèse. Imaginons que l'équipe veuille du 7 partout. Bah, on peut se poser la question, à juste titre, de à quoi servent les managers. En fait, on n'en est peut-être pas encore là. C'est un petit peu hors débat, mais il y a d'une part, les actionnaires ont souvent envie d'un interlocuteur en face, d'un manager, même si en soi, les pouvoirs de management, qu'on a un management très distribué, une délégation forte, l'actionnaire en face, le fait d'avoir un manager, il est rassuré. Une petite parenthèse sur également les entreprises libérées. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme. Qui dans la salle connaît le terme? Donc l'entreprise libérée, donc il y a à peu près la moitié de la salle qui a entendu parler. Contrairement à peut-être une idée reçue, c'est pas une entreprise sans manager. C'est une entreprise où les salariés sont fortement responsabilisés. Chaque salarié est libre et responsable d'entreprendre les actions qu'il veut dans le but, dans la finalité d'améliorer l'entreprise. C'est pas contradictoire avec le fait qu'il y ait des managers. Alors, si le sujet vous intéresse, si vous voulez savoir un petit peu comment imaginer une entreprise justement avec des employés qui parlent, qui proposent des idées, qui sont écoutés tout en haut aussi, tout le monde a le même pouvoir de s'exprimer. Ce sera un des prochains sujets de ces soirées 3M aussi. Donc on réfléchira sur quand est-ce qu'on donnera la présentation. Mais voilà, moi c'est un des sujets qui tient à cœur et c'est un sujet assez tendance en ce moment où les gens essaient de repenser l'organisation complète d'une entreprise. De voir, ok, comment ça se passe avec. Vous avez entendu parler de la génération Y, dont on fait partie ce soir. Donc c'est les gens qui sont nés à peu près dans les années 80 et qui cherchent du sens à ce qu'ils font. Ils cherchent à savoir pourquoi ils font les choses. Rappelez-vous la finalité dans la motivation. C'est vraiment des gens qui sont aussi connectés, qui sont adeptes des réseaux sociaux, qui sont adeptes d'aller chercher l'information sur le net. Et la génération Z qui vient après, qui va arriver sur le marché du travail dans quelques années, c'est encore plus exacerbé. Et donc avec ces gens-là, on ne va pas les manager de la même façon qu'on manageait des gens des générations précédentes. Donc il faut adapter son management, il faut adapter, il faut adapter son management, il faut adapter aussi l'organisation de l'entreprise. Donc ce sera un sujet qu'on pourra traiter plus tard. Une pratique que Atlassian fait, c'est le Ship It Day. C'est une journée par mois dédiée à l'innovation. L'objectif qui se cache derrière, c'est développer les compétences, créer du lien social. Ça a plein d'effets bénéfiques comme sur l'énergie qu'ont les gens. Vous connaissez par exemple peut-être que chez Google, 20% de leur temps de travail est libre où ils peuvent travailler sur des projets. C'est un peu cette philosophie-là, sauf que là c'est tout le monde en même temps sur un projet d'innovation. Chez Atlassian, ils imposent une condition, c'est ne pas travailler sur son domaine de compétences. Pour vraiment apporter des idées nouvelles, avoir un bon brainstorming et autres. Chez SOAT, c'est un petit peu à petite échelle la philosophie des SOLAB. Où une journée, on vous déstaffe en tant que consultant pour travailler sur un projet d'innovation. Voilà. Chez SOAT Agile, il y a eu la création du Kaizen Game. Ouais, c'est un jeu, un serious game, donc un jeu pour apprendre à mettre en place
une stratégie d'amélioration continue au sein de ses équipes et voilà, d'apprendre à faire ça de manière intelligente et d'éviter tous les pièges sur lesquels on peut tomber. Par exemple, trop s'améliorer d'un coup sur différents sujets, s'améliorer que quand on est en situation d'urgence et pas dès le départ par petites touches. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place. On avait déstaffé une dizaine de consultants et on a travaillé une journée dessus. Et après, on s'est réunis, on a fait plusieurs groupes de travail pour sortir un jeu qui est maintenant finalisé avec une vraie boîte et tout, qu'on a présenté dans différents salons agiles cette année et puis l'an dernier. Donc voilà, c'est une pratique qui est super positive pour les consultants et pour l'entreprise. Une petite parenthèse supplémentaire sur les métriques. Alors, les métriques. C'est pas automatique. Les métriques, c'est pas automatique. C'est Comme les la antibiotiques. conférence de Monsieur Minotto ici présent. Les métriques, c'est bien. Dans le management 3.0, on met en garde les gens avec les métriques parce que c'est très facile de piloter un projet avec des mauvaises métriques et d'aller droit dans le mur. Vous connaissez l'indicateur PASTEC? Non. L'indicateur PASTEC, c'est tout est vert, mais quand on ouvre la pastèque, c'est rouge à l'intérieur. Voilà. Quand on n'a pas les bons indicateurs, c'est ça, c'est l'indicateur PASTEC. Le management 3.0 indique qu'il y a 12 règles à peu près à suivre pour mettre en place des métriques pertinentes et justes. Rassurez-vous, on ne va pas voir les 12 règles dans le détail. Je vais juste faire une parenthèse sur quelques règles qui me semblent assez primordiales. La première règle, c'est d'abord mesurer dans un but précis. Il ne faut pas mesurer des indicateurs parce qu'on nous a demandé des indicateurs précis et montrer que tout va bien. Non, c'est savoir dans quel but est-ce qu'on fait ça. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce que ça peut nous apporter de savoir que la tendance de ces indicateurs? Est-ce que ça nous permet de prendre une décision stratégique sur un projet, un produit ou autre? Ensuite, ne pas relier métrique et récompense. Si on relie les deux, c'est le meilleur moyen de favoriser de la compétition et de la compétition nocive, qui va mettre les uns contre les autres plutôt que de créer une cohésion. Rappelez-vous de la règle qui dit que sur les remerciements, on ne doit pas remercier, récompenser les résultats, mais les comportements. Si on relie les métriques, c'est finalement relier les résultats aux récompenses et pas les comportements. Rappelez-vous l'anecdote dont je parlais tout à l'heure sur voilà, on a vu une prime, mais finalement ça nous avait démotivé parce qu'en fait on avait des métriques dans les objectifs et les métriques, en fait, on n'était pas 100% responsable de ces métriques. Donc quelque part, même si avec la meilleure volonté du monde, on ne pouvait pas atteindre ces chiffres. Donc c'était voilà. Donc c'était pas une bonne expérience. Autre règle, voilà, c'est un des buts des métriques, c'est de chercher à s'améliorer. On parle une métrique toute bête, c'est par exemple la couverture de test. Est-ce qu'on a progressé dans la couverture de test et derrière ça, parenthèse, parce qu'on m'a fait un coach m'a fait la réflexion. C'est facile de remplacer, d'avoir une super couverture de test. Tu fais des assert trous dans tous tes tests unitaires et voilà, c'est bon, tu as 100% de couverture. Ouais, en fait, faut être honnête aussi. Quelque part, faut quand même être honnête et calculer des métriques dans un souci de bienveillance. Et la dernière règle dont je vous parle, c'est ne pas se chier. Pardon. Voilà. Celle-là, elle sera dans le bêtisier que vous retrouvez, je ne sais pas quand d'ailleurs. Ne pas se fier aux chiffres. Merci d'avoir fait la contrepétrie. Et donc voilà, ne pas se fier aux chiffres, ça veut dire voilà, essayer de ne pas prendre pour argent comptant tel ou tel chiffre. Mais de remettre ça en question et de nuancer aussi tous les chiffres. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Les politiciens l'ont bien compris d'ailleurs. Donc méfiez-vous des chiffres. Une technique qui découle de ces... Il faut t'en remettre.
Une façon intelligente d'avoir des métriques s'appelle les OKR, donc c'est Objectif Key Result. Ça a été développé par Intel et c'est utilisé dans de plus en plus de boîtes, chez Google notamment, Spotify, Zynga. Et c'est composé d'objectifs. Un objectif, c'est quoi? C'est quelque chose qui supporte un but, voilà, un but un peu plus grand. C'est qualitatif, ce n'est pas mesurable, c'est pas tangible, c'est ambitieux et à la fois c'est limité dans le temps. On fait pas un plan sur la comète, on dit voilà, dans les prochains mois, on fixe ça comme objectif. Et ça, j'ai essayé de le représenter du mieux que j'ai pu, c'est sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc voilà, c'est essayer de sortir un peu pour se mettre dans une situation où on va se dépasser pour pouvoir progresser. Et on peut se fixer de 1 à 5 objectifs par personne. Ça, c'est le O de OKR. KR, ça veut dire quoi? Key Result. C'est les résultats clés qui sont associés à chaque objectif. Donc, à chaque objectif, on va associer de 1 à 4 maximum indicateurs clés qui, eux, sont quantitatifs. Donc, c'est mesurable. Donc là, c'est vraiment quelque chose de tangible qu'on peut associer des chiffres derrière. On ne se base pas sur des tâches, mais sur des résultats. Et enfin, voilà, on part d'une situation actuelle, de la situation d'aujourd'hui, et on se dit, voilà, aujourd'hui j'en suis là, demain, je dois être là, c'est ma cible. Donc du coup, voilà, comment atteindre cette cible? Et ces indicateurs-là vous permettent de jauger votre progression vers la cible désirée. Donc voilà, ces OKR, en fait, c'est quoi? C'est un processus, on fait ça tous les 3 mois à peu près. C'est un accord mutuel manager et employé. Et il y a des OKR à tous les niveaux de l'entreprise. Au niveau manager-employé, au niveau équipe, au niveau département et au niveau de l'entreprise en elle-même. On peut avoir des OKR à chaque niveau d'abstraction d'une entreprise. C'est bien sûr aussi itératif. Et c'est surtout pas imposé par la hiérarchie. C'est chacun, on se pose, on réfléchit sur ses objectifs et on essaye de trouver un accord avec l'employé. Là, on est du niveau de délégation 4. L'évaluation, elle se fait en toute transparence et en toute honnêteté. Il faut être franc avec soi-même. On se met ça sur une échelle de 0 à 100 et on donne un score. Et après, on fait la moyenne des indicateurs qui nous donnent à peu près le pourcentage atteint par l'objectif. La grande différence avec les objectifs classiques de performance, c'est, vous le saurez tout à l'heure. Voilà, je fais un peu de teasing quand même, c'est sympa pour l'attention. Un exemple concret, on a un objectif qui est de lancer un MVP de feu. Objectif parfaitement non mesurable, ambitieux, parce que oui, il faut lancer un MVP de feu, donc ça veut dire qu'il y a une notation de qualité, que ça va marcher. MVP, c'est Minimum Viable Product. C'est-à-dire un produit, quand tu lances tu démarres un projet avec un nouveau produit, c'est quoi le plus petit lot que tu vas pouvoir sortir, qui va pouvoir représenter ton produit et qui va être utilisable par les utilisateurs. Voilà, minimum vital pour lancer un nouveau produit. Et associé à ça, en fait, on a 3 indicateurs qui sont, eux, mesurables. Et donc 40% des utilisateurs qui reviennent 2 fois sur le site, on a plus de 100 recommandations et on a 15% de taux de conversion. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de factuel que l'on peut mesurer. Et après, on fait la moyenne de ces 3 indicateurs qui nous donne un pourcentage d'avancement à peu près sur l'objectif. L'énorme différence, et j'insiste sur énorme parce que c'est vraiment très très différent par rapport aux objectifs classiques de performance, on ne vise pas le 100%. Si on vise si on a 100%, on va dire que c'est trop facile. Chez Google, ils font ça. Chez Google, quand ils font le bilan des objectifs, si le gars a atteint un score de plus de 90%, le manager lui dit « Ok, c'était pas assez ambitieux, c'était trop facile ». L'idée, c'est vraiment
sortir de sa zone de confort et d'avoir des objectifs non pas de performance, mais d'apprentissage. Et se mettre voilà, aux alentours des 60-70%. Pour que là, on ait toujours une marge de progression, qu'on voit cette marge de progression et qu'on puisse apprendre. C'est vraiment objectif d'apprentissage, donc on va apprendre encore et encore. Et donc là, voilà, là les scores, c'est juste un indicateur, mais derrière, c'est vraiment le processus d'apprentissage et de s'évaluer sur son apprentissage qui est beaucoup plus important que ces chiffres finalement. Donc c'est pour ça, quand on disait 5, ne pas se fier aux chiffres, c'est bon, je l'ai dit. Eh bien, donc voilà, là, on s'intéresse vraiment au processus et non pas au score final. Chose importante, les OKR sont visibles de tous. Par exemple, chez Google, on peut voir les OKR de Larry Page et Sergey Brin. Ils sont publics, tout le monde peut y accéder. Et n'importe qui, voilà, c'est une transparence et on est honnête avec soi-même et avec les autres. Super important, c'est totalement décorrélé de la récompense. Là, c'est vraiment un objectif personnel et c'est pas si on est à fond tout le temps dans les 60-70% et qu'on avance, c'est totalement décorrélé des récompenses. Voilà. Je continue l'exemple de chez Google parce que j'ai plusieurs amis qui travaillent là-bas. Ils me disent en fait, les récompenses, finalement, ils sont jamais prévenus à l'avance et ça tombe des fois d'un coup comme ça, pouf. Donc ils savent même pas pourquoi des fois. Mais bon, quand l'entreprise peut se le permettre, tant mieux. Bref, ce système d'OKR, justement, ça pilote l'apprentissage et ça favorise la collaboration entre les gens et la transparence. Surtout parce qu'ils sont publics. Il ne faut pas que ce soit caché. Il faut savoir sur quoi travaillent les autres. Et le fait de rendre ces OKR publics montre vers quoi on est en train d'évoluer, en train d'apprendre, et du coup favorise la communication entre collègues. Alors, ça peut favoriser l'entraide sur quelqu'un qui a un objectif ambitieux, mais que quelqu'un d'autre voit cet objectif, qui est intrigué, qui peut en parler, on peut échanger sur le sujet, l'aider à aller vers cet objectif, si on a soi-même des ressources ou des compétences qui peuvent l'aider. Donc voilà, là c'est vraiment favoriser un environnement, encore une fois, rappelez-vous, le jardinier, tout ça, créer un environnement propice pour l'équipe. Conclusion. Donc justement, le manager 3.0, en résumé, c'est le jardinier qui est là pour... le jardinier de l'équipe qui est là pour poser l'environnement, travailler le système afin que l'équipe donne le meilleur d'elle-même. Donc il va surtout pas travailler les personnes, essayer de les changer, c'est pas du tout la philosophie, c'est vraiment travailler l'environnement, le système. Il va être là pour poser les bonnes frontières, notamment par rapport à un petit rappel sur les niveaux de délégation, il est là pour poser les bonnes frontières à ce que souhaite l'équipe afin qu'elle tire le meilleur d'elle-même. En quelques mots, son objectif, c'est de garder les gens actifs, créatifs et motivés, avec les différentes pratiques qu'on a vues tout au long de cette séance. Retenez bien ça. Le manager 3.0, il doit agir sur le système et pas les personnes. Il n'est pas là pour manipuler les personnes, mais vraiment agir sur le système, l'environnement. Pensez à cette philosophie de, avant de vouloir changer les autres, il faut d'abord se changer soi-même. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'être venu. Déjà, merci de nous avoir écoutés, d'avoir participé au jeu. Et est-ce que vous avez des questions ?